Donc le titre c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, je vous propose d'abord un plan de la conférence. On va d'abord parler, avant de parler du cœur dysfonctionnant, on va parler du cœur normal. Ensuite, on va vous expliquer ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Ensuite, quelles en sont les causes, comment se manifeste l'insuffisance cardiaque, comment on en fait le diagnostic, comment on peut traiter, et puis comment vous-même vous pouvez influencer favorablement l'évolution à long terme d'une insuffisance cardiaque. Alors, parlons d'abord du cœur normal, ou comment combiner. On va essayer de répondre à ces différentes questions. Petite précision concernant les illustrations du corps humain et du cœur qu'on va vous présenter durant cette conférence. On a l'habitude en médecine de s'imaginer être face à face à un patient, raison pour laquelle la droite se trouve à gauche et la gauche se trouvera à droite. Juste cette petite précision. Donc là, vous avez un schéma d'un thorax en fait humain avec à droite le poumon droit, à gauche le poumon gauche, et puis donc au centre le cœur humain qui se trouve donc plutôt au centre et qui dévie vers la gauche, donc plutôt centre gauche. Le corps humain c'est donc un muscle ici en jaune formé de 4 cavités. On a 2 grandes cavités qui s'appellent les ventricules, donc on a le ventricule droit et le ventricule gauche. 2 plus petites cavités qui sont les oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche. Les oreillettes transmettent le sang au ventricule à travers des valves qui s'appellent la valve mitrale à gauche et la valve tricuspide à droite. L'oreillette droite reçoit le sang du corps humain, partie supérieure par la veine cave supérieure, et puis de la partie inférieure du corps humain par la veine cave inférieure. Ensuite donc, trajet à travers la valve tricuspide et le sang est éjecté à travers l'artère pulmonaire qui va se diviser en artère pulmonaire gauche et droite. Retour du sang dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires, le sang passe à travers la valve mitrale dans le ventricule gauche qui va éjecter le sang dans ce gros vaisseau à travers la valve aortique. L'aorte, donc c'est ce gros vaisseau qui va donner les différentes artères de tout le corps humain. Pour faire contracter ce cœur, on a besoin d'un système électrique. Donc on a des cellules spécialisées, des cellules pacemakers qui vont donner l'impulsion donc de façon autonome. Ensuite, le circuit, enfin l'activité électrique est transmise à travers les oreillettes par le muscle, et puis l'activité électrique arrive dans un nœud qu'on appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Ensuite, on a des branches, si vous voulez, électriques du côté gauche et du côté droite qui vont transmettre l'activité électrique, et c'est ce qu'en fait on met en évidence quand on vous fait un électrocardiogramme, c'est ces différents, ce trajet en fait de l'activité électrique à travers le cœur. Pour mettre en action tout ce cœur, il faut évidemment un peu d'énergie, donc il y a besoin d'oxygène qui est amené en fait par les artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires. On a 2 vaisseaux principaux, un à gauche qui va se diviser en artère circonflexe et en artère interventriculaire antérieure, et puis à droite on a l'artère coronaire droite qui se divise aussi en différentes branches. On va essayer d'illustrer ça de façon un peu plus dynamique. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, donc 4 cavités, 2 oreillettes, 2 ventricules, des valves qui s'ouvrent et qui se ferment de façon synchrone. Ici les valves qui vont vers les différents troncs pulmonaires, donc le sang arrive depuis le haut du corps et le bas du corps vers l'oreillette droite, trajet à travers la valve tricuspide, donc le ventricule droit. Le ventricule droit va pomper ce sang à travers la valve pulmonaire. Le sang passe ensuite dans l'artère pulmonaire qui se divise à gauche et à droite. Le sang va dans les poumons, oxygéné. Retour des poumons vers le cœur par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Et puis, à travers la valve mitrale, le sang arrive dans le ventricule gauche pour être éjecté à travers la valve aortique
dans l'aorte, ce gros vaisseau donc, principal qui va donner tout le système artériel du corps humain. Alors, quelques chiffres. Donc, le cœur humain, la taille, c'est à peu près la taille du poing de la personne fois 1,5 à 2. Donc, c'est pas si grand que ça. Le poids, c'est 1/200 du poids corporel. Donc, pour une personne de 80 kg, le cœur pèse 400 grammes. Le cœur bat environ 70 fois par minute. Ça équivaut à 4200 battements par heure, plus de 100 000 battements par jour, 37 millions de battements par an, et puis si on vit jusqu'à 80 ans, le cœur va battre 3 milliards de fois. Le débit cardiaque au repos, c'est 5 litres par minute, et puis chez un sportif en action, ça peut aller jusqu'à 30-40 litres par minute. Voilà, donc je vais passer la parole à mon collègue pour qu'il vous parle de ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Merci Stéphane. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque? Eh bien, en fait, c'est une insuffisance circulatoire. Ça signifie que le débit cardiaque va diminuer consécutivement à un mauvais fonctionnement de la pompe cardiaque. Donc, on verra qu'il peut avoir des origines multiples. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent aboutir à cette conséquence que la pompe cardiaque dysfonctionne. Donc, la conséquence, c'est que le débit cardiaque chute pour tous les organes, y compris pour le cœur lui-même, puisque le cœur pompe le sang pour tout l'organisme, mais aussi pour lui via les artères coronaires, comme le docteur Zaza nous expliquait. Et donc, une des conséquences principales de cette situation, c'est que les organes ne reçoivent plus suffisamment d'oxygène. D'un point de vue hydrostatique, en fait, ce qui va se passer, c'est que le cœur devient un obstacle sur la circulation, puisqu'il n'arrive plus à pomper tout le sang qu'il reçoit, et donc que la pression en amont de l'obstacle va augmenter progressivement dans tout le système circulatoire. Et comme on vous l'a expliqué, donc l'organisme humain est composé de deux circulations qui fonctionnent en parallèle. Il y en a une, la petite circulation, qui a pour but de régénérer les gaz du sang, de faire sortir le gaz carbonique qu'on produit en permanence au niveau des poumons et de recharger le sang en oxygène. Et la grande circulation qui tourne en même temps, elle distribue l'oxygène et capte le gaz carbonique. Et donc dans ces deux circulations, il y a ce qu'on appelle un lit capillaire, c'est là où les vaisseaux sont ramifiés en tout petits vaisseaux, et c'est là que se fait la chute de pression. À ce niveau-là, en fait, les vaisseaux sont poreux, et si la pression augmente, la pression hydrostatique augmente à cause de la stase sanguine qui s'organise quand la pompe dysfonctionne, et bien la fraction liquide du sang, qu'on appelle le plasma, va commencer à diffuser à travers la paroi des vaisseaux et s'accumuler autour. Donc, ça va s'accumuler en ce qui concerne la grande circulation au niveau des portions du corps les plus bas situées, là où il y a le plus de pression atmosphérique, c'est essentiellement les jambes et l'abdomen. Et en ce qui concerne la petite circulation, ça va se faire au niveau des poumons. Autrement dit, dans les alvéoles pulmonaires. Et vous imaginez bien qu'une alvéole qui est remplie d'eau, c'est une alvéole qui ne peut plus participer aux échanges gazeux, qui ne peut plus apporter d'oxygène et qui ne peut plus éliminer le gaz carbonique. Et donc, plus l'insuffisance cardiaque va s'installer, plus l'oxygénation du sang va diminuer, parce qu'il y a de moins en moins de volume d'oxygène par volume de sang. Donc le cœur va avoir encore plus de peine à faire son travail, et ainsi de suite. Donc vous l'avez bien compris, c'est un cercle vicieux qui va s'installer de cette manière. Alors voilà, ici c'est une représentation schématique de ce que je viens de vous dire. Vous avez les deux lits capillaires dont je vous ai parlé. Il y a le lit capillaire pulmonaire, donc ici, au niveau de la barrière air-sang. Et pour la petite circulation, pour la grande circulation, vous avez les capillaires périphériques. Une autre illustration peut-être un petit peu plus détaillée. Donc ici, vous avez un schéma de ce qu'est cette unité alvéolo-capillaire, comme on dit. Donc c'est voilà, le capillaire sanguin, en fait, avec le sang veineux qui est enrichi en gaz carbonique, qui devrait sortir par l'alvéole et qui devrait à nouveau être enrichi en oxygène. Eh bien, vous imaginez bien que si la fraction liquide du sang commence à s'accumuler dans toutes ces alvéoles, eh bien, l'échangeur gazeux va fonctionner de moins en moins. Et il y a également une accumulation de liquide qui va se faire donc au niveau des capillaires de la grande circulation. Et aussi, dans une certaine mesure, au niveau de la circulation portale, ça c'est la circulation des organes abdominaux. On verra ensuite ce que ça a comme conséquence d'un point de vue clinique quand on examine les gens. Alors, on peut définir l'insuffisance cardiaque de différentes manières, selon essentiellement sa présentation clinique ou son mécanisme. On peut ainsi distinguer les insuffisances cardiaques dites aiguës, ça veut dire qu'ils s'installent très brutalement,
si vous prenez le cas de figure, comme le docteur Zaza va sûrement vous l'expliquer après, d'un gros infarctus du myocarde qui survient brutalement, une artère se bouche, le muscle cardiaque ne se contracte plus sur une proportion importante de son volume, et bien à ce moment-là, la situation se détériore très rapidement en fait. À l'inverse, il existe des formes d'insuffisance cardiaque qui s'installent très progressivement, le muscle se met à dysfonctionner très lentement et les symptômes vont apparaître de manière beaucoup plus progressive. On peut aussi distinguer des insuffisances cardiaques qui prédominent au niveau du cœur gauche, par opposition à celles qui prédominent au niveau du cœur droit. Comme on a vu au niveau du cœur gauche, c'est essentiellement le poumon en fait qui va s'engorger, et donc c'est surtout des symptômes respiratoires qui vont apparaître. Par contre, au niveau du cœur droit, si c'est une dysfonction droite isolée, eh bien, ce sont surtout des œdèmes qui vont apparaître au niveau des jambes et de l'abdomen. En fait, souvent, l'insuffisance cardiaque, elle est globale. Ça touche aussi bien le cœur gauche que le cœur droit. Et donc, l'ensemble de ces symptômes sont généralement présents simultanément. On peut aussi distinguer l'insuffisance cardiaque selon qu'elle touche la contraction du cœur ou son remplissage. Ça a l'air d'être une notion un peu bizarre, mais en fait, si on y réfléchit à deux fois, le cœur, ce n'est pas une pompe continue. Hein, ce n'est pas comme une pompe de piscine qui génère un débit permanent, c'est une pompe cyclique. Elle se contracte, elle se relâche. Le plus souvent, on a un défaut de contraction qui génère l'insuffisance cardiaque, mais on a identifié plus tardivement des insuffisances cardiaques qui sont dites diastoliques, systole, diastole, c'est comme ça qu'on parle en médecine pour parler de la contraction, des relaxations des ventricules. L'insuffisance diastolique, c'est celle où le ventricule se relaxe mal. Donc sa force de contraction est préservée, mais il devient rigide, et le remplissage se fait mal, et les conséquences, c'est la même chose, c'est que la pression à l'intérieur du système circulatoire va augmenter, et les conséquences sont nouvelles. Pour terminer, on peut aussi distinguer les insuffisances cardiaques congestives, c'est celles qui prédominent avec une rétention de sel et d'eau, avec beaucoup d'œdème, c'est de loin la forme la plus fréquente, et aussi quelques formes qui sont plutôt non congestives. Mais voilà un petit peu pour la classification. Vous voyez que c'est assez complexe, mais retenez peut-être simplement que différentes pathologies très variables peuvent résulter en fait en la même conséquence, c'est que la pompe dysfonctionne et surtout que la circulation ne se fait plus convenablement par rapport aux besoins de l'organisme. Alors, quelques mots s'agissant de l'épidémiologie quand même. Vous voyez que c'est une affection quand même assez fréquente, puisqu'on en recense à peu près 150 000 cas par an en Suisse. C'est une affection qui survient quand même assez tardivement, généralement chez des patients qui sont âgés de plus de 70 ans. Pour les patients de plus de 65 ans, c'est même la principale cause d'hospitalisation. Selon les registres fédéraux en fait, suisses, vous voyez qu'en 2015, on a répertorié 1907 décès dus à l'insuffisance cardiaque et que cette statistique, elle était déjà en augmentation de 14% par rapport à celle de l'année précédente. Donc c'est une affection assez fréquente à partir d'un certain âge et dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'année en année, va en augmentant. Donc vous l'avez bien compris, c'est un problème de santé publique majeur qui devient de plus en plus important. Voilà, ici vous avez une statistique, cette fois-ci qui est européenne. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est juste pour que vous preniez conscience que c'est vraiment un problème important. On estime qu'il y a 15 millions de personnes en Europe qui sont touchées. Vous voyez que c'est une affection qui est gravée d'une mortalité importante, hein, puisqu'on a pratiquement un patient sur deux qui décède pour les 4 ans suivant le diagnostic. Alors là aussi, les progrès de la médecine sont constants et heureusement ce pourcentage commence à s'infléchir. Mais c'est une mortalité donc vraiment importante. Vous voyez qu'en France, en fait, selon les dernières statistiques, on considère que l'insuffisance cardiaque a été responsable de 1 750 000 journées d'hospitalisation, pour parler de coûts finalement, et de 3 500 000 consultations sur une année. Voilà, donc je vais passer la parole à mon collègue le Dr Zaza qui va vous expliquer quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque. Voilà, donc, quelles sont les causes? Donc, on a vu hein, que le cœur était formé d'un muscle qu'on appelle le myocarde, qu'on a des artères hein, qui nourrissent ce cœur. À travers le cœur, il y a différentes valves et qu'il y a un système électrique. Donc, si l'un de ces composants ou plusieurs dysfonctionnent, on peut aboutir à une insuffisance cardiaque. Donc, on va les détailler. Donc, premièrement, une altération du muscle, donc du myocarde. Il peut y avoir des toxicités liées à certains traitements, comme la chimiothérapie,
Il y a certains autres toxiques comme l'alcool qui peuvent aboutir à une dysfonction du muscle. Certaines drogues comme la cocaïne, les amphétamines ou les anabolisants qui sont pris parfois par certains sportifs. Certaines surcharges peuvent aboutir à une altération de la fonction musculaire du cœur, surcharge en fer, en cuivre ou en plomb. Les maladies auto-immunes, quand le corps se bat contre lui-même, ça peut aboutir aussi à une dysfonction du cœur. Certaines infections, alors le plus souvent en Suisse c'est viral. Dans certains pays on a la maladie de Chagas qui est une maladie parasitaire, et puis certaines bactéries peuvent aboutir aussi à une dysfonction musculaire. Certaines maladies hormonales, comme les dystéroïdies, peuvent aboutir aussi à ce genre de problème. Et puis il y a des maladies qui infiltrent les tissus, et donc si l'infiltration se fait au niveau du cœur, on aura une insuffisance cardiaque progressive. Ces maladies, c'est l'amyloïdose ou la sarcoïdose. On a vu que le cœur est irrigué par des coronaires, donc on peut avoir une atteinte de ces artères, on parle donc d'une maladie coronarienne. C'est le processus de l'athérosclérose, donc c'est un épaississement progressif des artères qui vont se boucher donc progressivement, et puis en général on a un événement aigu avec une occlusion complète de l'artère qui aboutit à ce qu'on appelle la crise cardiaque, ou pour un terme plus médical, l'infarctus du myocarde. Donc pour illustrer ça, donc là on a une artère, donc ça c'est l'artère normale avec des parois toutes fines, et puis au cours de la vie, donc les parois peuvent s'épaissir, donc ça c'est le processus de l'athérosclérose, accumulation surtout de graisse. On imagine bien que le flux devient de plus en plus difficile, et puis un jour ou l'autre, il peut y avoir donc un événement aigu, c'est-à-dire que l'artère se bouge complètement, il y a un caillot de sang qui se forme, et là on peut imaginer qu'il n'y a plus du tout de sang qui passe, et donc que le muscle qui se trouve en aval de cette occlusion va souffrir et donc se nécroser, se détruire. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on a un infarctus du myocarde. On a une occlusion. Alors si on imagine que l'occlusion se fait ici, on aura une petite atteinte de muscle, mais si l'occlusion se fait plus proximalement, donc on aura tout ce territoire qui va souffrir, et donc plus le muscle souffre, plus la quantité est importante, plus l'insuffisance cardiaque pourra être sévère, et comme l'a dit mon collègue le docteur Fournet, d'une façon aiguë. Alors, les valves, donc je vais vous montrer comment fonctionnent les valves. Donc là, ici, on a une échocardiographie, donc c'est l'ultrason du cœur, où on voit ici l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, et puis le ventricule droit. Donc ça, on peut regarder est-ce que la valve s'ouvre bien, c'est le cas. Et puis, on met un peu de couleur pour voir en fait, la direction du flux sanguin. Donc le flux, normalement, on l'a déjà vu, mais ça passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, puis du ventricule gauche vers la valve aortique, et ensuite l'aorte se trouve ici. Donc ça, c'est une image normale. La valve mitrale se ferme bien quand le cœur gauche pompe dans l'aorte, donc il n'y a pas de flux rétrograde, donc le sang ne va pas vers l'arrière chez ce patient qui vient de le sentir. Quand on parle de dysfonction valvulaire, on a deux formes les plus fréquentes, c'est l'insuffisance mitrale, donc cette valve qu'on vient de voir, qui ne se ferme plus, et donc on parle d'insuffisance mitrale. La deuxième valvulopathie, dysfonction valvulaire la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la sténose aortique. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de fermeture, mais c'est l'ouverture de cette valve qui est mauvaise, et donc la porte, si vous voulez, de sortie du cœur se ferme, et le cœur peut dysfonctionner. On a des valvulopathies un peu moins fréquentes, donc c'est l'insuffisance aortique ou la sténose mitrale. Donc ça, c'est surtout les valves du côté gauche qui dysfonctionnent. Les valves du côté droite peuvent aussi dysfonctionner, mais c'est un petit peu moins fréquent. Donc un exemple, ici, donc c'est le schéma qu'on a vu avant. Donc ici, ventricule gauche, l'oreillette gauche, donc le ventricule gauche pompe vers l'aorte. Mais il y a un énormément de sang qui revient en arrière. On peut même voir ici que le sang va jusqu'ici. Et ici, c'est en fait une veine pulmonaire. Donc le sang va refluer dans les veines pulmonaires et donc engendrer une congestion au niveau des poumons. Pour rappel, ça, c'est la forme normale. Donc la grande différence, c'est ici, on a un reflux.
et là on n'a pas de reflux, c'est le fonctionnement normal. Système électrique, donc on a vu qu'il y avait un système électrique qui permettait de conduire en fait l'activité. Donc ça c'est un électrocardiogramme normal d'un patient jeune en bonne santé, donc on a un rythme régulier, environ 70 battements par minute. Et puis quand on a un dysfonctionnement au niveau du système électrique, alors il y a deux causes principales, soit ça va trop vite, on parle de tachyarrhythmie, soit ça va trop lentement, et là on parle plutôt de bradyarrhythmie. Donc l'exemple de l'arythmie, de la tachyarrhythmie quand ça va trop vite, c'est ce qu'on appelle la fibrillation atriale ou auriculaire. Donc, par rapport au tracé juste précédent, on voit ici que c'est déjà beaucoup plus rapide, c'est totalement irrégulier, parfois c'est très court, parfois c'est un peu plus long, et si donc cette arythmie persiste, on peut imaginer qu'au bout d'un certain temps, le cœur va dysfonctionner. L'inverse, c'est quand le cœur va trop lentement, on parle de bradycardie, donc là c'est une bradycardie sinusale, donc c'est vraiment l'origine. Donc là on a des battements à 40 par minute, et là aussi, si ça perdure, on peut imaginer que le cœur va dysfonctionner, et une insuffisance cardiaque peut s'installer. Donc il y a 4 causes principales, il peut évidemment y avoir une conjonction de plusieurs causes. Si on fait un infarctus, on a une dysfonction du muscle qui va peut-être engendrer une dysfonction d'une valve. La valve va dilater encore plus le cœur, le système électrique va aussi dysfonctionner. Donc l'un dans l'autre, c'est 4 causes qui peuvent aussi aboutir à une insuffisance cardiaque. Et puis, quand on ne connaît pas la cause, on utilise un mot bien compliqué pour cacher notre ignorance. Donc c'est idiopathique ou cryptogénétique. Donc c'est comme on a bien compris, parfois le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas. Voilà, donc maintenant on va parler de comment faire le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Je donne la parole à Denis. Merci. Voilà. En fait, le docteur Zaza va vous expliquer quels sont les différents outils diagnostiques sophistiqués dont on dispose aujourd'hui pour faire le diagnostic précis d'insuffisance cardiaque. Enfin, en médecine, avant de faire des examens, en principe, on fait 2 choses essentielles. On commence toujours par mener ce qu'on appelle une anamnèse, ça veut dire qu'on questionne le patient et puis on essaye par ce biais de préciser exactement quelle est la nature du problème. Et puis ensuite, on l'examine. On fait ce qu'on appelle un status, un examen clinique, pour voir si on a des signes cliniques qui corroborent notre impression. Et ensuite, on décide si elle veut faire des examens complémentaires, et ça, c'est le docteur Zaza qui va vous en parler. Donc là, on parle de choses assez fondamentales. Tout d'abord, on va parler des symptômes. Alors, il y a des symptômes plus ou moins spécifiques dans l'insuffisance cardiaque. Celui qui revient le plus souvent de loin, c'est l'essoufflement. C'est ce qu'on appelle la dyspnée en sémiologie médicale. Ça peut aller jusqu'à la détresse respiratoire si on est confronté à une insuffisance cardiaque aiguë, dont on a déjà parlé tout à l'heure, par exemple un gros infarctus aigu du myocarde. À ce moment-là, le poumon est très rapidement engorgé d'eau, pratiquement dans sa totalité, et ça nécessite des mesures de réanimation parce que la situation est évidemment extrêmement préoccupante, avec un pronostic vital qui est menacé à ce moment-là. Autrement, quand l'insuffisance cardiaque s'installe progressivement, eh bien, effectivement, les gens deviennent de plus en plus essoufflés, justement parce que de l'eau s'accumule progressivement dans les alvéoles. Comme vous l'avez vu aussi, et on discutera après exactement du mécanisme qui est à l'origine de tout ça, l'insuffisance cardiaque s'accompagne presque toujours d'une rétention d'eau dans l'organisme, ce qui engendre des œdèmes, principalement au niveau des jambes et des chevilles, ce qui va se traduire par une prise de poids. Les gens le remarquent généralement, ils vous expliquent aussi qu'ils ont de la peine à enfiler leurs chaussures. Autant de signes qui sont évocateurs. Bien évidemment, comme la circulation ne se fait plus normalement et qu'elle ne peut plus apporter suffisamment d'oxygène par rapport aux besoins de l'organisme, et bien comme vous l'imaginez, à l'effort, la situation va encore davantage se détériorer, et donc les gens développent progressivement une intolérance à l'effort. Ils vous disent qu'ils n'arrivent même plus à faire leur commission, à porter leurs courses ou à mener à bien des activités de la vie quotidienne qu'ils faisaient sans difficulté jusque-là. Il y a d'autres symptômes qui reviennent un peu moins souvent, mais qui sont quand même assez évocateurs, notamment le fait d'être principalement essoufflé en position horizontale. C'est du fait que
L'engorgement des poumons va se faire davantage quand les gens sont allongés que quand ils sont assis ou couchés, parce qu'en verticalisant le thorax, eh bien, on profite de la pression atmosphérique qui va chasser en fait l'excédent de liquide vers les alvéoles bas situés et qui va donc améliorer la fonction de l'échangeur gazeux qui est le poumon. Donc, typiquement, les patients en insuffisance cardiaque vont vous dire la nuit, je me couche, après 1 heure, j'arrive plus à souffler, mais si je m'assois, si je mets un coussin, 2 coussins, ça va mieux. Pour des raisons un peu similaires, en fait, quand les gens se retrouvent à l'horizontale, paradoxalement, les reins vont être mieux perfusés. Alors pendant la journée, il y a de l'eau qui s'accumule, comme on l'a expliqué, et cet excédent d'eau, il a tendance en fait à être éliminé préférentiellement la nuit quand on est en position horizontale, à cause de cette meilleure perfusion du rein qui rattrape en quelque sorte le retard de la journée. Et donc typiquement, les gens en insuffisance cardiaque vont vous dire, j'ai remarqué qu'effectivement depuis 3-4 mois, je dois me lever 2-3 fois par nuit pour aller aux toilettes, ce qui est inhabituel. Voilà le genre de symptômes qu'on recherche à l'anamnèse. C'est quand même assez important, et au point qu'on en a fait quand même une classification clinique qui est devenue utilisée en fait à l'international, qu'on doit à la New York Heart Association, et qui est symbolisé ici par ce basketteur, vous voyez, entre le stade 1 de la classification, où en gros tout va bien, le cœur n'est pas malade, où il l'est tellement discrètement qu'il n'y a aucun symptôme, jusqu'au stade 4, qui est le stade terminal, où à ce moment-là les symptômes apparaissent même au repos, sans effort associé, et où évidemment la qualité de vie est extrêmement diminuée. Et c'est une classification tout à fait valable de l'insuffisance cardiaque qui est basée encore une fois uniquement sur les symptômes. En ce qui concerne ensuite les signes cliniques d'insuffisance cardiaque, on en revient toujours à cette distinction qu'on a faite au départ et que le docteur Zaza vous a expliqué, le cœur gauche, le cœur droit. L'accumulation de liquide dans les alvéoles, ça entraîne plutôt des signes respiratoires, parce que les échanges gazeux se font mal, donc essentiellement un manque de souffle. Par contre, quand c'est au niveau périphérique, eh bien, ce sont plutôt des œdèmes, une accumulation de liquide dans les parties des clives, dans les jambes, dans les mollets et dans l'abdomen aussi, dans une certaine mesure. Mais le plus souvent, encore une fois, l'insuffisance cardiaque, elle est globale, et donc les deux signes cliniques coexistent. Alors voilà, quand on passe de l'anamnèse à l'examen clinique, ensuite vous allez examiner votre patient pour voir si ce que vous remarquez, ça corrobore votre impression. Souvent, les patients sont déjà dyspnéiques au repos, c'est-à-dire qu'ils ont de la peine à respirer en conditions basales, et vous pouvez déjà le remarquer parce que vous voyez que la fréquence respiratoire, elle est anormalement rapide, on respire un nombre de fois trop élevé par unité de temps, par minute. Souvent, l'insuffisance cardiaque induit une accélération du rythme cardiaque, parce que comme il y a moins d'oxygène par unité de volume de sang, le cœur doit en faire tourner davantage pour essayer de délivrer la même quantité. Donc le pouls est anormalement rapide, ça peut se percevoir au pouls, mais aussi en auscultant le patient. Le comblement des alvéoles pulmonaires par de l'eau, ça s'entend. Quand on ausculte les gens, qu'on les fait respirer fort, on va voir que les parties déclives du poumon, en fait, présentent ce qu'on appelle des râles crépitants, qui sont assez évocateurs. Là, en ce qui concerne les signes droits, eh bien, la surcharge vasculaire du système circulatoire, l'état congestif, autrement dit, va entraîner une turgescence, c'est-à-dire une dilatation anormale des veines qui sont immédiatement sous la peau, qu'on appelle paucière, comme la veine jugulaire que vous voyez ici. On peut même intensifier encore ce phénomène en appuyant sur le foie, ce qui produit un reflux qui va encore dilater davantage la veine. Tout ça, ça signe la surcharge circulatoire. Et bien sûr, l'œdème des membres inférieurs. Là, je vais vous en donner un exemple un peu caricatural, mais c'est comme ça dans la vraie vie. Vous voyez en fait que tout le mollet de cette personne est infiltré par de l'eau qui est passée dans les tissus mous autour des vaisseaux. Et quand le derme est relativement frais, s'il ne remonte pas à plusieurs mois, eh bien, il a cette caractéristique qu'on peut le déprimer en appuyant fortement dessus. On va chasser donc l'eau qui n'est pas encore fixée de manière définitive dans les tissus mous. Et dans les secondes qui suivent, on va voir que l'œdème se reforme progressivement. En sémiologie médicale, on dit que c'est un œdème qui prend le godet, et c'est très évocateur d'une insuffisance cardiaque droite. Voilà pour la présentation clinique. Maintenant, on va laisser le docteur Zaza vous parler de choses un peu plus compliquées. Voilà, donc le docteur Fournet vous a expliqué quels étaient les signes cliniques, comment on posait le diagnostic. Donc, là, on va juste vous expliquer. Alors, je suis désolé, ça me vient en anglais, mais je crois que ça va aller quand même.
Donc en fait, les grandes sociétés savantes médicales édictent des guidelines, donc des recommandations pour parler français. Et donc les médecins peuvent un peu s'inspirer et surtout essayer de faire au mieux en regardant ces guidelines. Donc on va essayer de les parcourir ensemble pour que vous compreniez comment on peut poser le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc le docteur Fournet vous l'a dit, hein, l'histoire clinique c'est important, donc on pose des questions. Donc si le patient a déjà fait un infarctus, qu'il a eu des stents dans ses coronaires, on va lui demander est-ce qu'il a une hypertension artérielle, puisque c'est un gros facteur de risque pour l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il a eu des traitements qui pourraient avoir une atteinte au niveau du cœur. Donc on a vu qu'il y avait certains toxiques comme les chimiothérapies, ou si on a une radiothérapie au niveau du thorax et surtout du côté gauche, on pourra avoir une atteinte des artères plusieurs années après. S'il utilise déjà des diurétiques, peut-être ces médicaments qui chassent l'eau, c'est peut-être déjà qu'il avait des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque. Le docteur Fournet vous a parlé, l'orthopnée, c'est le fait d'avoir plus de peine à souffler quand on est en position couchée, et puis le fait, tout d'un coup, durant la nuit, avoir plus de peine à souffler, donc de devoir se lever pour mieux respirer. Ensuite, une fois qu'on a posé des questions, on examine les patients. Donc on a parlé des râles pulmonaires, on a parlé des œdèmes, on ausculte le cœur. Le cœur, normalement, il y a des bruits normaux, et puis il y a des bruits qui sont anormaux, il peut y avoir des souffles cardiaques, donc si les valves dysfonctionnent. Et puis, dans un temps ancien, on palpait même le cœur, ce qu'on fait un petit peu moins maintenant. Et puis, une fois qu'on a discuté avec le patient, qu'on l'a examiné, on commence les examens complémentaires. Donc le plus simple, c'est l'électrocardiogramme. Donc c'est celui qui va nous donner une forme de l'activité électrique. Donc là, on pourra savoir si elle est normale ou non. Et déjà avoir peut-être une idée de l'origine si le diagnostic d'insuffisance cardiaque se confirme. Si on continue donc notre schéma de ces recommandations, donc on a fait les 3 premiers points. Donc on regarde, si on n'a aucun signe, que ce soit dans l'histoire, dans l'examen, et que l'électrocardiogramme est tout à fait normal, tout est absent, donc l'insuffisance cardiaque est peu probable, et donc on devra considérer un autre diagnostic. Par contre, si on a plusieurs, à partir de 1, mais aussi plusieurs encore plus, on va avoir une suspicion d'insuffisance cardiaque plus grande, et là on va aller de l'avant, et on va donc doser ce qu'on appelle un natriuretic peptide. C'est en fait des substances qui sont dans le sang, mais qui s'élèvent lorsqu'il y a une surcharge au niveau du cœur, donc une insuffisance cardiaque. Donc on fait ce dosage, soit il est normal, et de nouveau on s'éloigne de l'insuffisance cardiaque, et donc on va considérer un autre diagnostic. Par contre, si ces dosages sanguins sont anormaux, ça va évoquer une insuffisance cardiaque, ça va un peu confirmer notre impression clinique, et puis on va aller faire donc l'ultrason du cœur. L'ultrason du cœur, c'est donc ce qui permet de voir la taille du cœur, comment fonctionne le muscle, comment fonctionnent les différentes valves. Donc c'est un examen qui nous donne beaucoup d'informations et qui est non irradiant, donc non nuisible. Donc là, on va, si l'échocardiographie est normale, on va une fois de plus remettre en doute notre diagnostic, aller chercher une autre raison. Et puis si par contre l'échocardiographie est anormale, on va probablement confirmer le diagnostic. Et puis ensuite, le but, c'est de déterminer l'étiologie, donc c'est l'origine, et puis de débuter un traitement de l'insuffisance cardiaque. Et voilà, donc le docteur Fournet va vous parler du traitement de l'insuffisance cardiaque. Voilà, alors, bon, le traitement, c'est un sujet assez vaste. Je vais essayer de ne pas m'étendre excessivement, de ne pas simplifier à l'extrême, mais pas non plus de trop entrer dans des détails qui sont parfois assez difficiles à comprendre. Je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler cette notion fondamentale. Ici, ce que vous voyez sur cette diapositive, on va dire que c'est un petit peu la lente descente aux enfers de l'insuffisance cardiaque à partir d'une situation normale vers ce qu'on peut considérer comme une maladie terminale, qui est donc l'insuffisance cardiaque réfractaire. ICC, c'est l'abréviation pour insuffisance cardiaque congestive. Congestive, c'est-à-dire qu'il y a trop d'eau dans l'organisme, d'accord ? Ce que vous avez probablement compris à travers ce qu'on vous a expliqué, c'est que dans la grande majorité des cas, la maladie du cœur qui est à l'origine de la dysfonction, elle va persister. C'est-à-dire que la pompe va continuer à dysfonctionner.
il y a quelques cas où c'est heureusement où ça se passe différemment. Par exemple, si vous faites une inflammation virale du cœur, la fonction contractile du cœur peut être transitoirement altérée, mais le cœur peut souvent récupérer tout ou partiellement. Donc à ce moment-là, la maladie guérit et le problème est réglé. Quand on parle de l'insuffisance cardiaque chronique, c'est que la maladie persiste. Et donc le but du traitement, c'est pas d'améliorer la force de contraction, la fonction du cœur qui est de toute façon altérée de manière durable, voire même évolutive, c'est malgré ça de restaurer une circulation normale. Ça veut dire un débit cardiaque qui correspond aux besoins de l'organisme. Et donc, c'est toute la distinction qu'il faut faire entre ces deux situations que vous voyez résumées ici, celle de l'insuffisance cardiaque compensée et celle de l'insuffisance cardiaque décompensée. Quand l'insuffisance cardiaque est compensée, la pompe dysfonctionne toujours, mais on l'a mis dans des conditions de travail tellement favorables qu'elle arrive malgré tout à générer un débit cardiaque qui correspond aux besoins de l'organisme. On n'a plus de symptômes et comme on le verra, on vit plus longtemps. Quand elle est décompensée, eh bien, la circulation ne se fait pas convenablement. Et le but de tous les traitements qu'on a développés ces dernières années, c'est justement de maintenir les patients dans cette situation. Alors, voilà les 3 lignes de traitement dont on dispose aujourd'hui. La première ligne, elle est toujours pharmacologique, c'est les médicaments. On commence par ça, ça donne plus ou moins de bons résultats selon les patients. On a essentiellement 3 classes pharmacologiques, les diurétiques, les médicaments qui bloquent les récepteurs à l'adrénaline, on verra pourquoi c'est important, et puis une 3e génération de médicaments qui a vraiment constitué une révolution dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, qui sont ce qu'on appelle les vasodilatateurs ou les inhibiteurs neuro-immunants. Si les médicaments ne suffisent pas, et ça arrive, on peut être amené à implanter un certain nombre d'appareils complexes qui peuvent, dans des indications bien particulières, et encore une fois, ça ne concerne pas tous les patients, qui peuvent améliorer encore la situation. En dernier recours, le traitement qui reste curatif, parce que là on change la pompe, c'est la transplantation cardiaque. Comme vous le savez certainement, c'est une situation déjà assez extrême. Il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup trop de demandeurs par rapport aux organes disponibles sur le marché. Et puis, ce n'est pas une situation toute simple, parce que, à moins de disposer du cœur d'un jumeau homozygote, ce qui est assez malheureux, parce que ça veut dire qu'il n'en aurait plus besoin, eh bien vous allez vous retrouver avec le cœur de quelqu'un d'autre qui n'a pas une identité génétique parfaitement conforme à la vôtre, et donc il faudra vous donner un traitement immunosuppresseur qui vous évite de rejeter l'organe. Ça génère aussi un certain nombre de problèmes. Donc on va plutôt parler du domaine courant. Alors, je pense que cette diapositive, elle résume parfaitement bien les énormes progrès qu'ont fait la médecine ces 50 dernières années dans le traitement de cette infection. Ici, vous voyez en 1970 ce qu'on pouvait vous donner quand vous aviez une insuffisance cardiaque. On avait compris que les diurétiques étaient utiles, parce qu'on avait bien vu qu'il y avait une surcharge vasculaire, et les diurétiques donc, stimulent le cœur à perdre du sel, le rein à perdre du sel et de l'eau. Et ces médicaments sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est tout. Le deuxième médicament, comme il disait, la digoxine, qui est un cardiotonique, qui est un médicament qui aide un petit peu le cœur à se contracter un peu mieux, ça ne marche pas, et puis ça n'a plus aucune indication aujourd'hui. Par contre, en plus des diurétiques, vous voyez qu'il y a 4 classes pharmacologiques supplémentaires de médicaments qui ont fait leur apparition ces 50 dernières années et qui ont réellement changé totalement le vécu de l'insuffisance cardiaque en termes de symptômes, mais aussi en termes de mortalité. Médicaments auxquels on peut être amené à, encore une fois, ajouter des appareils assez complexes dont on va parler également. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails. En fait, ce que je voulais vous dire par rapport à ces médicaments, c'est qu'ils ont été développés à la suite des avancées de la recherche fondamentale en médecine qui nous a amené à comprendre comment fonctionnait globalement l'insuffisance cardiaque. À la base, le débit cardiaque baisse parce que la pompe ne marche plus, d'accord ? Et tous les organes en souffrent. Et certains organes vont réagir à cette situation. Ceux qui, en l'occurrence, peuvent influencer la fonction circulatoire. Il y en a essentiellement 2. C'est le cerveau, par le biais de sa partie excitante, qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est elle qui sécrète de l'adrénaline par les glandes surrénales. Et surtout le rein, parce que le rein, c'est le grand régulateur du volume à l'intérieur de l'organisme. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que ces 2 organes, par l'intermédiaire d'un système hormonal extrêmement compliqué, vont en fait réagir de manière inappropriée en cas d'insuffisance cardiaque. En gros, on va prendre le cas de figure d'un tuyau d'arrosage, mais je pense que ça a le mérite d'être un petit peu plus clair. Imaginez en fait que vous percez le tuyau, il y a une fuite chronique, la pression va baisser dans le tuyau.
Le rein et le cerveau peuvent agir à ce niveau-là. Le rein en réabsorbant du sel et de l'eau, donc c'est comme si on tournait le robinet au maximum pour essayer de maintenir un volume le plus élevé possible dans le tuyau. Et le rein, aussi bien que le cerveau, vont essayer aussi de tourner la buse à l'extrémité du tuyau, donc ce qu'on appelle la résistance vasculaire ou les artères, pour maintenir une pression de perfusion la plus élevée possible. Dans le cas d'une hémorragie chronique, ainsi le tuyau fuit, c'est une réaction qui est assez appropriée, aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à colmater la brèche. Sauf que là, le problème, c'est pas une hémorragie, c'est la pompe qui dysfonctionne. Et ça, aussi bien le rein que le cerveau ne l'ont pas compris. Et en réagissant comme ils ne font que rendre le travail du cœur, qui est déjà normalement faible, encore plus difficile, parce que le cœur doit pomper encore plus de volume et doit le faire contre une résistance vasculaire encore plus élevée. Et tous ces médicaments qu'on a développés, eh bien, sont des médicaments qui antagonisent cette réponse inappropriée du rein et du cerveau, et qui remettent donc le cœur dans de meilleures circonstances pour continuer à faire son travail malgré sa faiblesse qui va persister. La recherche s'est encore poursuivie et après le rein et puis le cerveau, on a aussi réalisé plus récemment que le cœur avait aussi une réponse hormonale à sa détresse dans cette situation. À l'inverse du rein et du cerveau, le cœur, lui, sait ce qui se passe parce que c'est lui qui est concerné. Et on a vu que quand ces pressions de remplissage commencent à augmenter, il sécrète aussi bien au niveau des oreillettes que des ventricules des hormones qui font exactement le contraire de ce que font les hormones rénales et les hormones cérébrales. Elles chassent l'eau de l'organisme en stimulant le rein et elles ouvrent la résistance vasculaire périphérique. Et en fait, les derniers médicaments dont on dispose aujourd'hui, essentiellement en fait, une molécule qu'on prescrit maintenant depuis 3 ans à peu près, associent dans la même forme galénique, dans la même pilule, un antagoniste de la réponse néfaste du rein et du cerveau, et un médicament qui optimalise cette réponse hormonale du cœur souffrant. Et tout ça, ça a comme conséquence qu'on perd du volume, qu'on ouvre la résistance périphérique, que le cœur peut mieux faire son travail et qu'on arrive à restituer, le plus souvent, mais pas toujours, une fonction circulatoire normale, malgré le fait que la dysfonction cardiaque persiste. Ça, c'est le traitement pharmacologique moderne de l'insuffisance cardiaque. Voilà, et c'est représenté sur cette diapositive, mais vous voyez, elles sont toutes assez compliquées, je crois qu'on va passer là-dessus, j'espère vous avoir donné le message essentiel. Alors, maintenant, il faut qu'on parle un petit peu des appareillages complémentaires. Très rapidement, le docteur Zaza vous a expliqué comment fonctionnait la stimulation électrique du cœur. Il vous a expliqué qu'il y a un câblage électrique, un système dans le cœur qui est constitué de cellules qui conduisent plus vite l'électricité que la musculature de travail. En principe, il y a une branche qui conduit l'électricité au ventricule gauche et une autre au ventricule droit. Et dans des conditions normales, les deux ventricules se contractent de manière synchrone. Comme l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie souvent organique, donc il y a une atteinte géométrique du cœur, le cœur a tendance à se dilater parce qu'il ne fait plus son travail, et c'est plus souvent le ventricule gauche que le ventricule droit, et bien souvent la branche électrique du ventricule gauche dysfonctionne. Et à ce moment-là, le ventricule droit est excité avant le ventricule gauche. C'est une situation qui s'installe qu'on appelle le bloc de branche gauche, ça dit bien ce que ça veut dire. Et vous voyez sur cet électrocardiogramme, par exemple, vous avez cette onde qui correspond, ça c'est le rythme normal, à l'excitation simultanée des deux ventricules. Et vous voyez qu'en cas de bloc de branche gauche, cette onde, elle devient beaucoup plus large, parce que, au lieu d'avoir ça, vous avez ça. C'est-à-dire que le ventricule droit se contracte avant le ventricule gauche. Et on s'est dit que cette distorsion finalement de l'activité mécanique du cœur sur un cœur qui est déjà malade, c'était probablement pas très bon. Et on a développé un type de stimulateur cardiaque, un pacemaker. Alors vous savez que c'est des piles qu'on implante quand le cœur ne se contracte plus suffisamment souvent. Et bien là, c'est une pile un petit peu plus complexe qui est munie d'une troisième sonde qui va dans le ventricule gauche. Elle n'est pas très facile à mettre en place parce qu'il faut passer par le retour veineux du cœur gauche. On ne peut pas la mettre par voie artérielle. Mais en fait, une fois que ces deux sondes dans les deux ventricules sont en place, on peut donner l'ordre au boîtier, à l'électronique, de faire en sorte que de nouveau, les deux ventricules se contractent de manière synchrone. D'où le nom qu'on donne à ce type de pacemaker particulier, pacemaker de resynchronisation. Évidemment, ça ne concerne pas tous les patients, parce que pour resynchroniser les ventricules, il faut qu'ils soient désynchronisés préalablement, et tous les patients n'ont pas cette situation de bloc de branche gauche. Mais quand elle est présente, et si on sélectionne bien les patients, en fait, on obtient pratiquement 60% de réponse, en tout cas clinique, c'est-à-dire que les symptômes sont améliorés de manière spectaculaire, même si le cœur ne se contracte pas mieux. Et il y a même certaines situations où on observe
une amélioration, voire même parfois une normalisation de la contractilité du ventricule gauche à distance. Et la mortalité recule également. Ici, vous avez une radiographie thoracique qui a été faite de cet appareil, avec ici la sonde dans le ventricule gauche, la sonde dans le ventricule droit, et donc cette resynchronisation qui est à nouveau possible. Je vais essayer de ne pas dépasser trop le temps de parole. Voilà, je vais encore vous parler aussi du défibrillateur interne. Là, on parle d'autre chose. On ne parle pas d'améliorer les symptômes, on parle d'améliorer la survie. Comme vous avez vu, on meurt beaucoup de l'insuffisance cardiaque. Et une des causes fréquentes de décès quand le cœur est sévèrement diminué dans sa force de contraction, ce sont certains types de troubles du rythme qui viennent des ventricules. Ces troubles du rythme aboutissent en fait à un arrêt cardio-circulatoire. C'est la mort subite si vous préférez, et parce que le cœur en fait ne peut plus se contracter normalement. On a essayé toutes sortes de médicaments pour améliorer la situation. Aucun d'entre eux ne change la mortalité. Ce qui change la mortalité, c'est de mettre en place ce pacemaker un peu particulier qu'on appelle un défibrillateur. Alors, la défibrillation, vous avez probablement tous vu un jour ou l'autre une série télévisée qui se passe dans un domaine d'urgence. Quand les patients justement présentent ce genre de troubles du rythme, qui sont en gros en état de mort clinique, une manière de les réanimer, c'est d'administrer extérieurement un choc électrique intense qui permet de remettre les cellules du cœur à zéro et de permettre la réémergence du rythme normal. C'est le défibrillateur externe. Eh bien, en fait, on a miniaturisé ce système dans un boîtier de stimulateur cardiaque. C'est celui qui se trouve à droite. Vous voyez qu'il est beaucoup plus gros que les stimulateurs habituels parce qu'il doit avoir une grosse réserve d'énergie. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est pas simplement stimuler le cœur quand il est trop lent, c'est qu'il peut détecter un trouble du rythme comme celui-ci et décider lui-même qu'il doit choquer à l'interne. Donc il fait à l'interne ce que le médecin des urgences fait avec le défibrillateur externe. Ici, vous avez une illustration électrique de ce qui se passe. Ça, c'est un rythme normal, vous voyez. Et puis là, tout d'un coup, vous voyez qu'il se passe quelque chose, ça se met à battre extrêmement vite et de manière désordonnée. Imaginez que la pompe cardiaque, elle va faire ça. Donc comme vous imaginez, heureusement ici, c'est un accès très bref et il y a une reprise du rythme normal, mais si malheureusement l'arythmie s'installe, comme c'est en plus un cœur qui est malade et qui a très peu de réserve, et bien très vite, il n'y a plus de perfusion ni pour les organes, ni pour lui, et la situation va tourner vers ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire, et c'est l'arrêt cardio-respiratoire assuré si on ne peut pas vous défibriller. Ici, le défibrillateur a détecté l'arythmie, vous voyez que la fibrillation commence à s'installer, tac, le choc a lieu ici, et le cœur repart. Ça vous sauve la vie. Dernière chose, l'assistance ventriculaire. Voilà, il faut bien comprendre que malgré toutes ces techniques thérapeutiques extrêmement sophistiquées, malheureusement, un certain nombre de patients restent dans une situation d'insuffisance cardiaque réfractaire ou terminale. Ça veut dire que malgré tout ça, le débit cardiaque n'est plus assuré. C'est une situation évidemment très grave, les gens sont très malades, très symptomatiques, quand ils n'ont plus se lever, ils sont gravataires, et la mortalité est très importante. On meurt très vite, et souvent avant qu'on puisse envisager une transplantation, parce que comme vous l'avez vu, on a peu malheureusement d'organes disponibles. Si on retient l'indication d'une transplantation, eh bien souvent on est pris de court, parce que contrairement à un rein qui ne marche plus du tout, le rein, on peut pallier à la situation en vous dispensant une dialyse aussi longtemps qu'un organe soit disponible. Avec le cœur, c'est pas possible. Le cœur artificiel, malheureusement, c'est pas encore tout à fait une réalité. Donc on a développé des systèmes complexes qui sont des pompes partielles en quelque sorte qui viennent substituer dans leur action les cœurs gravement et définitivement défaillants dans un premier temps pour vous permettre de passer le cap, pour être de survivre en fait jusqu'à ce qu'un organe soit disponible. Mais ces systèmes ont évolué tant et si bien qu'aujourd'hui on peut même chez certains patients considérer que même si on ne peut pas vous transplanter à terme parce que vous ne remplissez pas les critères en fait, eh bien ces appareils vont vous apporter 2 ou 3 années de vie supplémentaires selon les meilleures séries, avec quand même une qualité de vie qui est infiniment meilleure que celle que vous avez à ce moment-là. Alors ici je vous ai en fait représenté schématiquement l'appareil le plus souvent implanté, c'est le HeartMate, ça c'est la version 2, ça c'est la version la plus récente. C'est implanté dans le thorax et en gros c'est un court-circuitage de la pompe cardiaque. Vous voyez qu'il y a une partie du débit qui est prélevée, c'est mis en place chirurgicalement évidemment, qui est prélevée par l'appareil. Il y a une pompe continue qui tourne en permanence et qui va réinjecter une partie du sang après le ventricule gauche dans l'aorte et ça décharge le cœur et ça permet quand même de maintenir un débit cardiaque à peu près correct. La pompe actuelle, vous voyez, elle est très miniaturisée, cette espèce de pastille qu'on voit à la pointe du ventricule gauche et ça fonctionne assez bien.
Le seul problème, c'est que l'approvisionnement énergétique, il reste bien sûr externe. Donc il y a un câble qui sort du thorax et qu'on doit brancher soit au secteur, soit à des batteries portables qui vous permettent quand même de sortir, d'aller faire vos commissions. C'est une réalité, des gens qui vivent avec ça, hein, et qui vivent infiniment mieux que pratiquement grabataires dans leur lit, avec quand même une espérance de vie supplémentaire de 2 ou 3 ans, avec évidemment un risque infectieux au niveau de la source énergétique. Quant à la transplantation, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole, j'ai essayé de pas faire trop long, désolé, mais comme vous le savez, ça reste un problème aujourd'hui qui est essentiellement sous-tendu par la législation qui fait que pour l'instant on ne peut pas disposer automatiquement des organes. C'est peut-être en train de changer et il y a peut-être une musique d'avenir par rapport à ça. Voilà, je vais repasser la parole au Dr Zaza qui va vous parler de la réadaptation. Alors, il reste 2-3 minutes pour parler de la réadaptation. Donc, le programme de réadaptation, hein, c'est comment en fait influencer favorablement l'évolution sur le long terme. Donc, il existe des programmes d'enseignement, de prise en charge qui visent à réapprendre à vivre d'une manière plus saine et appropriée. Donc, il y a de nombreuses études qui ont été faites et qui ont mis en évidence en fait que ces programmes de réadaptation permettent d'améliorer la qualité de vie, ça permet de diminuer le nombre d'hospitalisations et donc des coûts, et puis ça permet aussi une diminution de la mortalité. Pour toutes ces bonnes raisons, les programmes de réhabilitation, s'ils ont une bonne indication, sont remboursés par l'ANAMA. Alors pour qui sont prévus ces programmes? Donc il y a trois grandes raisons. C'est si on a fait un événement coronarien, donc si on a fait un infarctus du myocarde, ou si on avait une angine de poitrine et puis on a dû avoir la mise en place de stents dans les artères coronaires. La deuxième indication, c'est après une chirurgie cardiaque. Soit on a une valve qui est malade et donc on doit la réparer ou la remplacer, soit si on n'arrive pas à mettre des stents, parfois on doit faire des pontages entre l'aorte et les coronaires pour ramener une circulation adéquate. Donc ça c'est une deuxième indication. Et puis comme on l'a expliqué aujourd'hui, donc l'insuffisance cardiaque est la troisième indication à participer à un programme de réadaptation. Alors comment sont faits ces programmes? Donc c'est des équipes pluridisciplinaires, des médecins, cardiologues, il y a des physiothérapeutes, des diététiciennes, des psychologues qui travaillent en équipe. Le but, c'est en fait de vous apprendre ce que sont les facteurs de risque cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le fait d'être sédentaire ou d'avoir un excès pondéral, et de vous réapprendre comment gérer au mieux ces différents facteurs de risque. Alors, il y a des programmes personnalisés au niveau de l'activité physique. Donc, au début du programme, on fait un test d'effort, on regarde où vous en êtes, puis ensuite, l'équipe de physio va vous faire un programme personnalisé. La durée, en général, c'est 6 à 12 semaines, selon les établissements et selon si la réadaptation se fait de façon ambulatoire, ou en stationnaire, où on reste hospitalisé pendant quelques semaines. Donc, il y a différents endroits. Donc, à l'hôpital de la Tour, il y a le programme qui s'appelle Cardio Tour, qui dure 6 semaines de manière ambulatoire. Et puis, il y a évidemment d'autres établissements qui le font. Sur la ville de Genève, il y a Beau Séjour, au HUG. Et puis, les réhabilitations stationnaires se font plutôt à la Linière, dans le canton de Vaud, ou dans le canton du Jura, ou Nord. Donc, ici, à Cardio Tour, on a un programme où on a des réunions, des tables rondes où on explique justement comment on a fait aujourd'hui ce cœur, les différents facteurs de risque. On a une salle de gym où on a différents appareils, donc les patients peuvent faire du tapis, du vélo, des exercices avec les membres supérieurs. Tout ça sous surveillance évidemment. Et puis, une fois qu'on en a un petit peu marre de rester dans la salle de gym, on peut aller, on a maintenant depuis 2 ans une magnifique piscine où on peut aller faire des cours d'aquagym. Et puis, lorsqu'on a le temps et que le temps le permet, on va profiter de la beauté de la campagne genevoise pour faire des marches, en général une fois par semaine le vendredi.
Donc voilà, donc encore avant de vous passer la parole pour les questions, remercier donc le journaliste du temps, M. Yann Bernardinelli, qui avait donc écrit l'article qui a passé dans le temps il y a ça environ 2 semaines, et puis Mme Chiara Boudella, qui est la responsable de la communication de l'hôpital de la Tour, qui nous a donné un coup de main pour organiser tout ça. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de poser des questions, c'est le journal. Merci. Pouvez-vous nous parler de la bicuspidie? Alors, la bicuspidie, donc on a vu qu'il y avait des valves. La valve aortique, c'est cette valve qui sort du cœur et qui va donc permettre au sang de rentrer dans l'aorte, ce vaisseau, ce gros vaisseau qui va donner toutes les artères du corps. Et puis donc cette valve aortique, normalement, est formée de 3 petits feuillets. Et puis il y a des anomalies congénitales où au lieu d'avoir 3 feuillets, il n'y a que 2 feuillets, donc c'est la bicuspidie, 2 feuillets au lieu de 3. Mais c'est en général des valves qui sont plus fragiles et donc qui vont se détériorer plus vite avec le temps. Et donc les patients vont développer soit une insuffisance de cette valve, donc une fuite qui va aboutir à l'insuffisance cardiaque, soit une sténose, donc un rétrécissement. Et donc c'est une anomalie qu'il faut détecter grâce à l'ultrason du cœur, donc l'examen qu'on vous a montré, qui permet de faire le diagnostic. Et si les gens ont une bicuspidie, en général, il y a un suivi qui va se faire pour justement voir est-ce que cette valve se détériore petit à petit, est-ce qu'il y a des répercussions sur le cœur, est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque qui peut se développer avec le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu. Un très bon point pour la tour, vous étiez très à l'heure. C'est rare pour les spécialistes, n'est-ce pas? Je vais le soulever quand même, c'est important. Bon point. 2 questions. On n'a pas entendu parler, et pourtant c'est souvent le cas dans la presse, du microbiote. Influençant le cœur, bien entendu. Et puis la deuxième chose qui m'étonne un peu, c'est que vous parlez de la toxicité pour la chimiothérapie sur le cancer, etc. Mais il y a d'autres toxicités de médicaments que l'on prend, par exemple pour lutter contre des maladies auto-immunes. Là, vous n'en parlez pas du tout. J'en suis un exemple. C'est possible, ouais, on n'a pas pu être exhaustif et vraiment parler de tous les traitements qui peuvent aboutir. Le but, c'était de dire qu'il y avait, c'est vrai, il y a certains médicaments qui peuvent altérer la fonction du muscle, etc. Alors oui, les médicaments immunorégulateurs peuvent avoir des effets sur le muscle cardiaque. Merci de le dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent la même chose que vous. Et puis pour le microbiote, alors j'avoue que je ne connais pas de relation vraiment entre le microbiote et les dysfonctions des gens. On sait que c'est un organe supplémentaire, on commence à le découvrir, peut-être qu'un jour ou l'autre on pourra vous parler des effets de ce microbiote sur le cœur, mais à ma connaissance, il n'y a pas de lien encore établi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, ce n'est pas encore établi. Là, il n'y a pas encore de traduction clinique, c'est un domaine qui est en plein essor. Il y a effectivement c'est extrêmement porteur et probablement que ça va déboucher dans les années à venir, notamment peut-être sur une meilleure compréhension de certaines maladies chroniques et ensuite éventuellement sur des traitements. Mais à l'heure actuelle, on est dans le domaine de la recherche fondamentale et voire clinique débutante. Donc en tout cas, ça n'a aucune espèce d'application clinique dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, mais qui sait. Je voulais vous demander s'il y a une incidence familiale dans les maladies. Alors il peut y avoir des influences, disons, dans certains facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle. La dyslipidémie, l'hypercholestérolémie peut être, disons, familiale. Donc c'est clair que si quelqu'un est connu pour une hypercholestérolémie familiale, il faut aller chercher chez les enfants aussi si il y en a plein. Autrement, il y a des formes de maladies au niveau du muscle, du myocarde,
qui peuvent avoir des terrains disons, familiaux. La maladie coronarienne, l'athérosclérose, il y a pour certaines raisons qu'on n'a pas encore compris, mais certaines familles qui développent plus rapidement l'athérosclérose et donc qui vont développer des angines de poitrine, des infarctus, des AVC chez les gens jeunes. Donc là aussi, grâce aux questions, on essaie de détecter est-ce que dans la famille il y a eu déjà des cas. Alors la sténose aortique, dans la bicuspidie aortique, il y a des formes familiales. Donc si on découvre une bicuspidie, on dit normalement qu'il faudra aller chercher dans la famille premier degré, donc les enfants, les frères et sœurs, s'il y a ça existera, mais ça peut exister. Une question toute bête. Vous pouvez regarder le docteur Fournet. Vous avez parlé. Vous parlez de l'insuffisance cardiaque. Mais comment se fait-il que de l'eau se dépose? Par quel phénomène se dépose dans les organes? C'est ce que je croyais vous avoir expliqué. Pourquoi de l'eau? Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a un problème hydrostatique, c'est-à-dire que comme la pompe cardiaque marche mal, eh bien, en amont de la pompe, c'est un obstacle, si vous préférez. C'est comme un barrage qui se développe en fait sur la circulation. Et à ce moment-là, le liquide, le sang, en fait, va s'accumuler en aval. Et puis ça augmente la pression dans le système vasculaire, et au niveau où les vaisseaux sont très perméables, eh bien, il y a une partie de la fraction liquide du sang qui va s'accumuler autour. Et puis le deuxième mécanisme qui fait que ce phénomène est encore amplifié, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le rein réagit à cette baisse de débit cardiaque qu'il ressent, comme une situation dans laquelle il doit réabsorber davantage de volume pour maintenir une pression. Et en fait, plus il réabsorbe de liquide par le biais du sel, le rein réabsorbe de l'eau essentiellement de cette manière-là, plus il réabsorbe du liquide dans le système vasculaire, plus le cœur, qui est déjà défaillant, doit pomper une quantité de sang plus importante, plus la pression augmente en amont, plus l'effusion du liquide se fait autour des vaisseaux, et c'est pour ça qu'on développe des œdèmes. Et c'est pour ça que les diurétiques sont des médicaments qui forcent le rein à faire le contraire, c'est-à-dire à perdre du sel et à perdre de l'eau. C'est pour ça que les diurétiques sont la première ligne de traitement pharmacologique dans l'insuffisance cardiaque. Quand les gens entrent dans la maladie, généralement, ils sont en état congestif, ils ont pris du poids, ils ont des œdèmes, ils ont de la peine à souffler, et avant même d'instaurer tous les médicaments dont on a vu qui sont en fait des contre-régulateurs de la réponse du rein et du cerveau, la première chose à faire, c'est de restituer ce qu'on appelle un état euvolémique, ça veut dire à chasser de l'organisme toute cette eau et tout ce sel qui ont été réabsorbés à mauvais escient. Et la lymphe dans tout ça? Le système lymphatique, c'est un système circulatoire périphérique, en fait. Alors, oui, il peut y avoir un équilibre entre l'un et l'autre, mais là, en fait, c'est la circulation sanguine qui est touchée par le dysfonctionnement de la pompe cardiaque. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Question, merci. Est-ce qu'une cause externe, par exemple, un problème pulmonaire, peut engendrer un problème cardiaque? On n'a pas entendu aujourd'hui que le problème cardiaque engendre un problème pulmonaire. Est-ce qu'un problème pulmonaire, je parle de virus, je parle de mycose, je parle de tout ce que vous voulez, peut entraîner un problème cardiaque? Alors oui, donc comme vous l'a dit docteur Fournet, c'est vraiment lié. Donc il y a cette circulation droite, le cœur droit qui pompe le sang dans les poumons. Et donc il y a certaines maladies pulmonaires. Alors par exemple, une connue, c'est l'embolie pulmonaire. Si on a des caillots de sang qui se forment dans les artères pulmonaires, on aura une pression qui va s'élever. Et donc le cœur droit qui se trouve derrière va souffrir de cette augmentation de pression et donc va dysfonctionner. Et là, alors, c'est un exemple d'une insuffisance cardiaque purement droite, puisque le cœur gauche, lui, ne dysfonctionne pas. Pour toutes les autres atteintes des poumons, donc la bronchite chronique, les gens qui fument, c'est une altération de la vascularisation pulmonaire qui aboutit à une hypertension pulmonaire. Donc là aussi, une surcharge plutôt du cœur droit. Oui, les poumons peuvent aboutir à une insuffisance cardiaque.
je ne sais pas si j'ai bien compris, il y a entre 100 000 et 150 000 nouveaux cas en Suisse par année diagnostiqués, et il y a 1500 morts. C'est un peu une épidémie, n'est-ce pas? Alors, bon, ça c'est des données, sont des données épidémiologiques qu'on trouve voilà, dans l'Office fédéral de la santé publique. Il y a une mortalité qui maintenant commence à être nettement infléchie hein, avec les traitements qu'on utilise. C'est, comme vous l'avez vu, une maladie qui touche les patients essentiellement âgés, hein, à partir de 70 ans. Après, les études cliniques qui permettent d'établir clairement quand les patients sont décédés d'insuffisance cardiaque uniquement, c'est pas toujours très simple parce que souvent il y a beaucoup de comorbidités, comme on dit. Ce sont des gens qui ont plusieurs maladies simultanées et parfois ça devient assez difficile de faire le tri. Mais je pense que sans être voilà, trop à cheval sur la statistique, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est une affection qui représente un nombre de patients important et puis qu'en fait elle est paradoxalement en augmentation constante parce que l'espérance de vie augmente. Hein. C'est une maladie de la personne relativement âgée, donc c'est un des coûts indirects, on va dire, des progrès de la médecine qui se traduisent quand même par le fait qu'aujourd'hui on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a 50 ans en arrière, mais ce faisant, on s'expose. C'est une sorte de course. En quelque sorte, voilà, ben c'est, voilà quand on meurt plus de maladies infectieuses, on meurt de maladies dégénératives et voilà, on augmente finalement le risque de développer ça parce qu'on n'est pas mort plutôt d'autre chose. Pardon, excusez-moi, alors peut-être une question à la fois parce que avec le micro comme ça tout le monde entend. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les possibilités de remplacer les valves cardiaques, surtout pour les patients âgés? Oui. Donc quand on a une maladie hein, de la valve, d'une des valves, alors c'est vrai que jusqu'à peu, hein, la seule façon d'agir c'était d'aller à une chirurgie cardiaque, donc avec une sternotomie, donc on doit ouvrir le thorax, arrêter le cœur, avoir une circulation extracorporelle. Et puis ensuite, alors certaines valves, on peut essayer de les réparer. Donc on répare, on met des anneaux, on refait partir le cœur, on évalue est-ce que la valve refonctionne bien. Si c'est le cas, on laisse comme ça. Si c'est pas le cas, on peut remplacer la valve. Donc on enlève la valve malade et puis on met une valve soit mécanique, soit biologique. Donc ça, c'est la chirurgie classique. Maintenant, il s'est développé, je pense que c'est de ça que vous vouliez parler, des valves qu'on peut mettre par voie percutanée. Donc c'est la même valve biologique, si vous voulez, mais au lieu de devoir ouvrir le sternum, arrêter le cœur, on va utiliser le système veineux et artériel au niveau fémoral. On va monter des cathéters à l'endroit de la valve et puis ensuite on va ouvrir cette valve biologique à travers la valve malade. Et ça, c'est uniquement pour l'instant au niveau de la valve aortique. Il y a d'autres techniques pour la valve mitrale où on répare, c'est vraiment un peu du bricolage pour diminuer la fuite mitrale, mais ça c'est vraiment uniquement pour les patients qui sont vraiment très malades et inopérables. Et par contre, pour cette valve aortique, la mise en place par voie percutanée, c'est probablement une technique qui va se développer encore et sera vraiment la méthode de choix en ce qui concerne la valve aortique. Alors, j'aimerais savoir quelle qualité de vie est-ce qu'on peut espérer après avoir changé une valve. Donc, on a compris que les premières 6 semaines, il y a une rééducation, etc. Et après tout ça, est-ce qu'on va espérer si le cœur va bien en soi? Alors, ça dépend surtout de ça, en fait. À quel moment on a fait le diagnostic, hein. Si on a fait un bon suivi, si quelqu'un a une insuffisance d'une valve, et que le suivi a été régulier, et qu'on arrive avant que le cœur dysfonctionne et aboutisse donc à une insuffisance cardiaque, normalement, si on arrive à réparer ou à changer cette valve et que le cœur fonctionnait bien avant, on va retrouver normalement une vie tout à fait normale et encore meilleure puisqu'on va participer à un programme de réadaptation qui va nous dire comment agir au mieux pour la suite. Si on a pris les choses à temps, normalement, oui, la qualité de vie devrait être identique. On n'a pas besoin de prendre des médicaments, des choses comme ça. Alors ça dépend si on vous change la valve, si on vous met une valve mécanique par exemple. Ces valves mécaniques ont un risque de se former des petits caillots sur les petits clapets qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc là on doit prendre des médicaments pour liquéfier le sang. Mais si on a une valve biologique,
On met en général de l'aspirine parfois, mais même certains ne donnent rien du tout. Donc, différentes écoles. Est-ce que c'est exactement les blocs de branche droit complet? C'est la même chose que le bloc de branche gauche, mais à droite. Alors, comme on vous l'a expliqué, en fait, il y a dans le cœur, en gros, les impulsions, elles doivent être transmises de manière coordonnée, et il existe un centre régulateur qui se trouve dans l'oreille droite, qu'on appelle le nœud sinusal, qui est en quelque sorte le métronome physiologique du cœur. C'est un groupe de cellules qui a une espèce de préséance électrique par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner la première impulsion, qui elle-même va déclencher la contraction. Il faut que tout ça, ça se fasse de manière synchrone, pour que d'abord les oreillettes se contractent, ensuite les ventricules, etc. Et pour que ça aille assez vite, en fait, il y a un système de conduction préférentielle, c'est des cellules qui ont des caractéristiques de conduction électrique beaucoup plus rapides que la musculature de travail. C'est comme un câblage électrique, si vous préférez, qui part d'un carrefour entre les oreillettes et les ventricules, qu'on appelle le nœud atrioventriculaire, et ensuite, ça part vers le ventricule droit par la branche droite, ça part vers le ventricule gauche par la branche gauche. En principe, ça se fait en même temps. Donc, si on a une interruption de la conduction sur la branche gauche, le ventricule droit va se contracter le premier, puis ensuite l'excitation du ventricule gauche va se faire via la musculature de travail, et donc il y a un asynchronisme qui s'installe comme ça, et on peut très bien faire un bloc de branche droit. À ce moment-là, c'est le ventricule gauche qui se contracte le premier et le droit le second. Il se trouve que la pompe systémique qui est le plus souvent touchée dans l'insuffisance cardiaque, c'est le ventricule gauche, et c'est plus souvent un bloc de branche gauche qu'on a qu'un bloc de branche droite. Il faut bien savoir qu'on peut faire des blocs de branche droite et des blocs de branche gauche qui ne sont pas nécessairement l'expression d'une maladie cardiaque organique. Ça peut être un problème de conduction électrique pure. Et en soi, le fait d'avoir un bloc de branche gauche ou un bloc de branche droite, ça n'entraîne pas nécessairement un dysfonctionnement de la pompe cardiaque. Mais sur un cœur qui est déjà malade organiquement pour une autre raison, on s'est dit que le bloc de branche gauche, ce dysfonctionnement de la contraction, probablement que ça devait aggraver la situation. Et l'évolution des patients chez qui on a implanté ces stimulateurs d'un type particulier pour resynchroniser le ventricule tend à nous donner raison, pour autant qu'on sélectionne bien ces patients. Merci. Je m'adresse à vous concernant l'arythmie cardiaque. Vous avez parlé de choc électrique. Est-ce qu'il y a eu des améliorations à ce niveau-là, au niveau technique? Alors, de proche en proche, on a quand même miniaturisé les appareillages. Hein. Donc les premiers défibrillateurs internes qu'on implantait, c'était des espèces de toasters, si vous me passez l'expression. Donc voilà, c'était très volumineux. Évidemment que ça avait une fiabilité un petit peu moins bonne. En fait, le but de la technologie, d'abord, c'est d'être miniaturisé le plus possible. Hein. Alors aujourd'hui, un boîtier de défibrillateur, comme vous l'avez vu, c'est quand même un peu plus volumineux qu'un boîtier de stimulateur cardiaque sans cette fonction de défibrillation, parce qu'il faut une grosse réserve d'énergie électrique pour donner un choc, et puis il faut être capable d'en donner plusieurs. On ne va pas vous explanter l'appareil tous les deux chocs électriques si par malheur il doit servir. Pardonnez, c'est sûr. Non, mais je ne parlais pas d'un truc interne. Je parle, moi j'ai subi un choc ici à l'hôpital, et ça n'a pas fonctionné. Alors je voulais savoir s'il y a eu une amélioration à ce niveau-là. Alors, en principe, l'appareil, il est censé d'abord, disons, vous choquer convenablement. Il est aussi censé vous choquer quand c'est approprié et pas quand c'est à tort. Alors, parfois, le diagnostic reste un petit peu imprécis parce que l'appareil, il ne fait jamais que répondre à un programme, à des algorithmes qu'on a sélectionnés. On essaye d'affiner au mieux en fait les critères diagnostiques qui font quand le choc est donné, eh bien ça correspond vraiment à un trouble du rythme potentiellement mortel, mais parfois il y a certains troubles du rythme qui ne le sont pas nécessairement, qui peuvent être interprétés à tort par l'appareil comme quelque chose de dangereux. En règle générale, l'appareil il est censé fonctionner, ça veut dire que quand le choc est administré, ça permet la réémergence du rythme cardiaque, mais ce n'est pas toujours le cas. D'abord, tous les chocs ne sont pas efficaces, internes comme externes. Hein. Vous avez bien vu qu'il y a des patients qu'on réanime et malheureusement qu'on n'arrive pas à sauver. Et c'est vrai aussi bien pour les défibrillateurs internes que pour les défibrillateurs externes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça devient une technologie extrêmement fiable et en tout cas dans les statistiques, ça a sensiblement modifié la mortalité des patients qui présentent l'indication. Oui, mais est-ce que vous faites une implantation lors du défibrillateur pour chaque nouveau patient?
Alors non, encore une fois, les indications, elles doivent être discutées. Le principal critère diagnostique qui nous conduit à décider de l'implantation de l'appareil, c'est essentiellement la force de contraction globale du ventricule gauche. Quand elle est sévèrement diminuée, indépendamment de la maladie qui en est à l'origine, c'est plus vrai pour la maladie coronarienne, mais pas seulement, en principe, il y a une indication théorique à le faire. Après, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte, notamment le fait que vous ayez déjà dépassé votre espérance de vie, par exemple. Si vous avez d'autres maladies qui font que votre pronostic est de toute façon relativement limité à court terme, tout ça, c'est des choses qui doivent être discutées, prises en considération. Il faut bien comprendre que ce sont des appareils, à part ça, qui sont extrêmement coûteux. Hein, ça coûte plusieurs dizaines de milliers de francs. Il y a des situations dans lesquelles la situation est discutable. On va dire qu'elle est discutée de quand, comme il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le principal d'entre eux, c'est la force de contraction du ventricule gauche pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque. Si elle est sévèrement diminuée, c'est un paramètre qu'on appelle la fraction d'éjection qui nous permet d'évaluer comment le cœur se contracte. Si ce paramètre se situe en dessous de 35-30%, en principe, on peut être amené à discuter de l'implantation de l'appareil. Bonsoir. Comment se passe un ultrason du cœur? Alors l'ultrason du cœur, c'est en fait une machine qui émet des ultrasons. On a une petite sonde dans la main en fait. Les ultrasons sont émis par cette sonde. On pose la sonde donc sur le thorax avec un petit peu de gel, hein, puisque les ultrasons n'aiment pas l'air. Donc s'ils trouvent de l'air, ils vont s'arrêter. Donc on met la sonde, un petit peu de gel et ensuite on pose la sonde sur le thorax. Ensuite, on a plusieurs vues. Hein. On va vraiment essayer d'évaluer le cœur sous tous ses angles. Donc, on a à peu près 4 vues. Et à chaque vue, on va analyser justement les différentes parties de l'anatomie du cœur. Et le principe, c'est donc la sonde émet des ultrasons. Et ces ultrasons vont en fait rencontrer différentes structures. Et les ultrasons vont être reprojetés vers la sonde. Et c'est donc ensuite, à travers cette sonde et tout un processus informatique, que l'image va être recréée. En fait. Et donc l'ultrason est un examen qui nous permet de voir la taille du cœur, la fonction du muscle cardiaque, est-ce que le muscle se contracte globalement normalement, est-ce que toutes les parties du cœur se contractent de façon homogène. On va pouvoir voir les valves cardiaques, on va pouvoir voir le sac qui entoure le cœur, est-ce qu'il y a de l'eau autour. On va pouvoir estimer certaines pressions, les pressions pulmonaires. Alors c'est une estimation, c'est pas une mesure invasive. La seule chose qu'on ne voit pas, c'est les artères du cœur, les coronaires. Donc, toujours ce que je dis à mes patients, c'est qu'on peut avoir un électrocardiogramme normal et une échocardiographie strictement normale et les artères complètement rétrécies et bouchées. On peut voir indirectement, si quelqu'un a fait un infarctus qui va boucher une fois une artère et qui va détruire une partie de son muscle cardiaque, alors là on verra qu'il y a une partie du muscle qui se contracte plus du tout ou moins bien. Alors indirectement on pourra dire vous avez probablement une fois fait un infarctus, c'est bouché une artère, donc on fera des recherches pour les artères. Les artères sont trop petites, c'est 2-3 mm, donc ça on a une discrimination suffisante pour à peu près ça le principe de l'ultrason. Bonsoir. Ça concerne les œdèmes. J'ai compris que, d'après ce que j'ai compris que vous avez dit, c'est que l'œdème se trouve au niveau de du membre inférieur gauche. Tandis que d'après ce que vous avez dit, c'est que la grande circulation part des deux membres pour arriver à l'oreillette gauche, droite. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, m'expliquer un petit peu mieux, s'il vous plaît? Oui, non, alors c'est peut-être mal compris. Disons, l'œdème, il a tendance à se développer principalement là où il y a le plus de pression atmosphérique. Si vous vous tenez debout, évidemment que sur la colonne de liquide que constitue le système circulatoire, il va y avoir plus d'effet de la pression atmosphérique aux extrémités inférieures qu'en haut. Donc c'est pour ça qu'en fait le sang a tendance à s'accumuler, à effectuer une stase, et donc préférentiellement au niveau de la grande circulation, eh bien, le sang a tendance à s'accumuler de proche en proche, d'abord au niveau des malléoles, ensuite au niveau des mollets. Bon, c'est rare que ça remonte vraiment jusqu'aux cuisses, mais enfin le cas de figure existe. Pour ce qui est de la circulation splanchnique, c'est-à-dire la circulation à l'intérieur de l'abdomen, en fait, eh bien, ça a tendance à s'accumuler dans la cavité abdominale, de bas vers le haut, pour les mêmes raisons, en fait. C'est vraiment des raisons physiques, si vous préférez, qui sont liées à l'effet de la pression atmosphérique.
Mais ça touche aussi bien en principe le membre inférieur gauche que le membre inférieur droit. Alors, il peut y avoir des asymétries, mais globalement, l'œdème il est plutôt général et relativement symétrique. Bonsoir, merci pour vos informations. J'avais une question peut-être un peu plus personnelle. Étant un ancien sportif marathonien, j'ai maintenant un pacemaker depuis 5 ans. Je continue à faire du sport, mais bien sûr plus de compétition, parce que normalement on n'a pas le droit, médicalement parlant. J'avais une question concernant les médicaments. J'ai assisté dernièrement à une conférence sur les statines, parce que c'est vrai qu'on a toujours, personnellement c'est mon cas, toujours très mal aux muscles, souvent, à tous les muscles. Quel est votre avis là-dessus, sur les statines par rapport aux douleurs musculaires et autres? On sort un petit peu du registre de l'insuffisance cardiaque, hein, mais oui, ça fait partie des effets secondaires classiques des statines. On va dire qu'on peut distinguer deux formes. Il y a des formes légères en fait, de douleurs musculaires, donc on ne connaît pas exactement la cause, mais on sait que dans les effets secondaires par rapport à ce type de médicaments qu'on prescrit de manière assez systématique, comme il y a une maladie vasculaire, une athérosclérose constituée, eh bien c'est principalement cet effet secondaire-là auquel on est confronté. Dans les formes mineures, ça n'entraîne pas d'atteinte biologique du muscle squelettique. Par contre, il y a des formes relativement graves où on voit qu'il y a des enzymes musculaires qui sont augmentées de manière importante dans la circulation. C'est heureusement pas la majorité des cas, mais au vécu quotidien, oui, c'est un facteur limitant qui peut gêner les gens, principalement ceux comme vous qui conservent une activité physique relativement importante. Après, dans la prise en charge de la maladie vasculaire, la statine, c'est quand même un petit peu la pierre angulaire, et puis c'est très embêtant d'avoir à l'arrêter, même s'il existe une polémique, hein, on est d'accord, ça concerne plus la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on peut simplement traiter un taux de cholestérol excessivement élevé sans qu'on ait mis en évidence que vous ayez déjà une maladie vasculaire établie, que la prévention secondaire, c'est-à-dire si la maladie athéroscléroseuse est déjà présente, qu'on sait qu'elle est évolutive et qu'on doit freiner l'évolution. Là, toutes les sociétés professionnelles sont d'accord sur le fait qu'il faut vous donner des statines. Évidemment que les effets secondaires, ça peut être un facteur limitant. Il y a des gens chez qui ils sont tellement importants qu'on doit arrêter. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter. Je pense que c'est 5 à 10% des gens qui prennent des statines qui auront des douleurs musculaires. Alors, c'est des fois pas évident de faire vraiment la preuve que c'est lié. Alors, la seule façon, c'est d'arrêter et de voir si ça passe. Mais si c'est le cas, eh ben, il y a plusieurs statines, plusieurs formes. Il y a des formes lipophiles, hydrophiles. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes intolérant aux statines, il faut vraiment discuter avec votre médecin. Déjà poser est-ce que l'indication est juste, est-ce que j'ai vraiment besoin, et il faut qu'il vous explique à vous que chez vous c'est important et qu'il ne faut pas les arrêter si c'est le cas. Et si c'est le cas, que vous avez une indication et des douleurs, essayez de changer de molécule, d'en prendre moins, de prendre un jour sur deux. Enfin, il y a plein de petites cuisines à faire pour essayer de supporter ces médicaments si vous avez une indication à risque. Parce qu'on est d'accord, principalement les statines, c'était pour éviter l'athérosclérose. De l'avis de mon médecin, mon cardiologue, il le disait dès le départ, je n'étais pas un candidat. Parce que je ne suis pas fumeur, je suis sportif, je n'avais pas de cholestérol, et je n'ai jamais pris de statine avant, bien évidemment. Alors, est-ce que la statine s'impose vraiment parce qu'on a subi une intervention chirurgicale? Alors, ça dépend, comme l'a dit mon collègue. Je crois que les statines, c'est un gros sujet, et je crois que les avis tranchés, c'est jamais bon en médecine. C'est un peu plus fin que ça, la médecine, heureusement. Donc de dire que les statines, ça sert à rien, puis qu'il faut les mettre à la poubelle, c'est pas bien. Et de dire que les statines, il faut en donner à tout le monde, parce que c'est un médicament magique, et que ça fait un bénéfice à tout le monde, c'est pas vraiment plus. Il y a un peu une zone grise où il faut justement rechercher. Donc, on ne connaît pas votre cas, donc si vous avez fait un événement coronarien, donc vous avez une fois ou l'autre touché une artère, ou on a dû vous mettre un stent dans une artère coronaire, que vous avez fait un AVC, ou que vous avez les artères des jambes qui se sont bouchées, il y a clairement, comme l'a dit mon collègue, on est là en prévention secondaire. Il y a plein d'études qui ont montré des bénéfices, et vous devez prendre une statine si vous la supportez. Et si vous ne la supportez pas, il faut discuter de changer, il y a d'autres traitements. Merci. Voilà. Dernière question. Devant, là. Deux dernières questions. J'aimerais bien vous poser une question concernant les ondes électromagnétiques.
J'ai assisté à plusieurs conférences dans les journaux, à la télévision. Et il y a 5 ans qui disent c'est très mauvais pour le cœur, et 5 ans qui disent il n'y a rien à voir. Est-ce que vous avez un avis qui a plus de crise cardiaque? La connaissance n'est pas vraiment bien, disons. Il y a éventuellement ceux qui ont un pacemaker, faire attention. Autrement de bien, les gens électromagnétiques, vraiment c'est pas la première disons, il n'y a pas de lien entre maladie cardiaque et j'ai lu dans un article du Temps, notamment dans les pages scientifiques, qu'il y avait un déficit de détection des problèmes cardiaques en ce qui concerne les femmes. Mais qu'en est-il exactement? Les symptômes semblent être plus discrets ou un peu différents. C'est vrai, ça concerne la maladie coronarienne chez la femme principalement. On a pensé pendant longtemps qu'en fait la femme était protégée par son système hormonal par rapport à cette maladie qui est quand même la principale maladie cardiaque auquel les hommes sont confrontés. Ce qui est vrai en tout cas jusqu'à la ménopause. Et puis à partir de la ménopause, d'abord on a considéré que si on donnait une substitution hormonale aux femmes, on allait probablement prolonger cette protection. Et en fait, on s'est rendu compte, avec le recul, parce que toujours en médecine, il faut analyser ce qu'on fait rétrospectivement en avoir la réponse, on s'est rendu compte que contre toute attente, ce n'était pas le cas, et même que dans certaines situations, probablement que la substitution hormonale post-ménopausique crée même un terrain particulièrement à risque. Et ce qu'on a réalisé aussi, c'est que la présentation clinique de la maladie coronarienne chez la femme, elle est beaucoup moins typique que chez l'homme, cette anévrisme de poitrine protégétique, on va dire, et que souvent quand on fait le diagnostic, en plus elle est à un stade plus avancé. Je ne sais pas si Stéphane a quelque chose à dire. C'est vrai, c'est que souvent la présentation n'est pas aussi typique que ce qu'on apprend dans les livres, et que souvent il y a un petit délai justement à cause de ça en fait. C'est pour ça que la prise en charge est peut-être moins bonne et moins rapide, et donc on a plus facilement des dégâts si on ne va pas vite. Ok, alors. Je vous invite à prendre un verre avec nous et à continuer cette discussion.